En relâchant comme ça son célèbre cerf-volant avec la petite clé qui pendouillait, Benjamin Franklin ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, l'être humain allait assez maîtriser l'électricité pour pouvoir permettre à un petit instrument de musique, assez petit pour pouvoir se glisser dans la poche d'un veston, de déplacer autant d'air qu'un grand orchestre qui recrachait l'ouverture d'un oratorio de Handel à l'époque dans un petit théâtre sur le coin d'une rue à Philadelphie. Mais si on fait généralement exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire d'associer l'électricité en musique à son amplification, il ne faudrait pas oublier non plus les instruments créés de toutes pièces qui font maintenant partie intégrante du discours musical actuel, et encore moins les outils qui vont suivre. Parce que l'électricité en musique, c'est aussi, et peut-être même surtout, la captation du spécifique et la diffusion de masse de ce spécifique-là. Depuis Thomas Edison ou, si vous êtes français, depuis Charles Cros, l'électricité fait littéralement chanter le territoire. Et on ne pouvait pas ne pas vous en entretenir, parce que c'est exactement ça, une topophonie. Si on s'est ici donné rendez-vous aujourd'hui à l'ancienne centrale hydroélectrique de Saint-Alban-II, c'est pour souligner la place de l'électricité en musique, mais aussi pour célébrer le rôle qu'elle a tenu dans la conservation et le déploiement de certaines manifestations musicales qui, jusque-là, se transmettaient essentiellement par l'oralité, notamment les musiques traditionnelles, le blues et, dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le jazz. Le jazz qui, à proprement parler, n'a pas de littératie musicale et qui se déploie sur le territoire au rythme des mouvements migratoires d'une partie de la population afro-américaine après l'abolition, va voir la cadence et l'importance de sa diffusion s'accélérer après l'invention du phonographe. D'ailleurs, Thomas Edison lui-même l'avait prédit. Cette idée-là qui lui était venue en tête dans le but de faire parler, de faire pleurer, de faire chanter les poupées et aussi de récolter les dernières paroles des mourants, allait tôt ou tard se tourner principalement vers la musique. D'ailleurs, les premiers hits enregistrés sur des rouleaux de cire comme Crazy Blues de Mama Smith se sont mis à circuler en multipliant comme ça par millions leur transmission. Mais même quand les enregistrements audio vont rentrer dans le quotidien de la population, l'électricité ne perdra pas pour autant son influence sur la musique. Elle va entre autres permettre de découvrir de nouveaux instruments solistes qu'on peinait à entendre lorsqu'ils étaient dans les orchestres autrefois, comme la guitare par exemple, ou même qui n'existaient pas du tout, comme les synthétiseurs. Alors, tant pour se remémorer le chemin qu'a parcouru le jazz pour se rendre jusqu'à lui, ou tout simplement pour philosopher sur les phénomènes acoustiques qui rendent sa musique si distinguable, on a cru bon inviter ici l'une des figures de proue du jazz fusion au Québec, le jeune et talentueux Carl Mayotte. Mais avant de se mettre tout ça dans l'oreille, question de l'apprécier encore davantage, je propose qu'on aille démystifier sa muse, l'électricité, avec notre historienne en résidence, Catherine Ferland. Elle est tellement au cœur de nos vies qu'il vaut peut-être la peine de le rappeler, l'électricité est un phénomène naturel et non une invention humaine. Il nous a fallu la domestiquer comme un chaton. D'ailleurs, avec les applications médicinales de l'anguille et autres poissons électriques dans l'Antiquité, la création d'électricité statique en frottant la fourrure d'un chat avec une baguette d'ambre est l'une des premières tentatives d'apprivoisement de l'électricité. Mais il faudra attendre le début du 16e siècle et les travaux de l'Anglais William Gilbert pour départager le magnétisme de la statique produite par le frottement de l'ambre. Le mot electricus, qui veut dire comme l'électron, le mot grec pour dire ambre, naît et l'intérêt pour le phénomène devient ensuite contagieux chez les scientifiques. Le plus connu d'entre eux est certainement Benjamin Franklin, mais d'autres ont laissé leur marque et surtout leur nom de famille dans le domaine électrique, Volta, Tesla, Ampère, Ohm, Hertz. Mais c'est Michael Faraday qui a été le premier à produire de l'électricité en 1821, il y a exactement 2 siècles. En 1878, à l'Exposition universelle de Paris, le monde découvre l'éclairage électrique. À partir de là, au Québec comme partout ailleurs, on envisage cette nouvelle possibilité avec beaucoup d'excitation. En raison de l'abondance du réseau de rivières au Québec, c'est bien évidemment l'hydroélectricité qui va nourrir nos lampadaires et déjà, en 1881, l'énergie hydroélectrique devient la première forme d'électricité commerciale au Canada.
Catherine, on le sait, ne serait-ce que parce qu'on vient tous de le voir, l'électricité suscite vraiment une grande gourmandise, une grande envie dans le concert des nations. Et j'imagine que le Québec aussi veut prendre sa place là-dedans. Définitivement. Le Québec est dans la course assez rapidement à part de ça. Dès la fin du 19e siècle, on se rend compte de l'énorme potentiel qu'on a ici même. Et la ressource numéro un, évidemment, qu'on en a un bel exemple ici, c'est l'eau. On a un réseau hydrographique absolument hallucinant. Donc, ça permet de vraiment harnacher tout ce réseau-là de rivières tumultueuses pour en tirer de l'énergie. Donc, vraiment, le Québec est tout à fait d'attaque. Et quand on pense Québec et eau, on pense évidemment à un immense bassin hydrographique. Comment on déploie un système électrique dans quelque chose d'aussi vaste? Bien, en fait, il va y avoir beaucoup d'investissements, de capitaux privés, donc des gens qui vont se mettre ensemble pour fonder des compagnies d'électricité. Ils vont en popper un petit peu partout, particulièrement sur la rive nord du Saint-Laurent. On pense entre autres à la région de la Mauricie, où on va avoir vraiment beaucoup de centrales qui vont se développer, au lac Saint-Jean également. Mais également dans Port-Neuf, on va avoir cette vague-là vraiment d'engouement pour investir dans l'énergie parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. À cette époque-là, les villes commencent à s'électrifier. On veut éclairer les rues. On laisse le vieil éclairage au gaz. On embarque sur l'électricité. Donc, c'est très lucratif. Il y a toute une concurrence qui va se mettre en place pour aller chercher ces contrats-là. Et dans cette concurrence-là, ce qui nous distingue, c'est la nature même de notre électricité, c'est l'hydroélectricité. Qu'est-ce qui nous distingue vraiment à l'échelle de la planète? Bien, en fait, justement, cette richesse-là hydrographique, il y a à peu près juste ici qu'on a ça à cette échelle-là, évidemment, à tel point qu'on va même avoir un record mondial au début du 20e siècle, dans les années autour de 1902. À Shawinigan, on a la plus longue ligne électrique au monde. Donc, vraiment, ça montre à quel point le Québec est agressif dans son approche pour tirer parti de cette nouvelle technologie-là qui est l'énergie électrique. Oui, ce côté agressif-là se sent un petit peu ici quand on regarde les installations, qui sont des installations, somme toute, gigantesque, compte tenu que c'est pour de la production régionale. Quelle est un peu l'histoire de Saint-Alban et de l'électricité? Oui, bien justement, on se trouve dans une ancienne installation d'énergie hydroélectrique. Saint-Alban, dès le début du 20e siècle, donc autour de 1910, on va avoir une première installation. Il faut savoir qu'il y en a 3 qui vont se succéder ici, sur la rivière Sainte-Anne. Donc, une première, justement, dans les années 1910. Et, il va y avoir toutes sortes d'initiatives qui sont prises. En 1924, coup de théâtre, on a une crue. On voit ici le potentiel de montée des eaux. Bien, une crue qui va pratiquement tout détruire, donc on va être obligé de reconstruire. Mais à ce moment-là, quand on décide la reconstruction en 1924, ça change de main. C'est une nouvelle entreprise qui va reprendre le flambeau pour construire ici Saint-Alban 2. Donc, on est vraiment dans la portion qui nous montre tout ce qui a été construit à partir des années 1925, 26, 27. Donc, vraiment, énormément encore là de capitaux qui sont déployés pour pouvoir tirer parti de la rivière Sainte-Anne. Et ce parc-là, aujourd'hui, est utilisé à d'autres fins. En tout cas, il y a encore de l'électricité, mais les autres parties du parc qui sont maintenant récréo-touristiques, ce qui m'amène un peu sur le terrain du loisir et donc de la musique qui nous intéresse beaucoup. L'électricité a changé un peu le paysage musical et artistique en général. Oui, parce qu'avant l'arrivée de l'électricité, ce qu'il faut comprendre et rappeler, c'est que les instruments, ce sont des instruments acoustiques. C'est-à-dire qu'on entend ce qu'on est en mesure d'entendre selon la distance à laquelle on se trouve de l'instrument. Donc, ça limite un petit peu la portée de pas mal d'instruments. Mais avec l'électrification, là, tout à coup, ça devient possible. Il y a un type au début des années 20 qui se dit « Ah, ben tiens, si j'installais un micro sur ma guitare, qu'est-ce que ça pourrait donner? » Et, oh, tiens, le prototype de la guitare électrique fonctionne. On est capable tout à coup d'amplifier le son des cordes de guitare de façon à ce que ça soit entendu de beaucoup plus loin. Donc, l'électricité va rendre possible tout un déploiement au niveau des instruments eux-mêmes. Et non seulement l'amplification est là, mais on peut en garder l'empreinte sonore à partir de ce moment-là. Et ça va vraiment donner un coup de main à la diffusion essentiellement de la musique aussi. Oui, parce que l'électricité va jouer aussi un rôle très important dans les nouvelles possibilités d'enregistrement. On sait, avec les très vieilles technologies de gravure sur cire et tout ça, on le sait, ce sont des choses qu'on va pouvoir reléguer un peu aux oubliettes au musée pour se concentrer sur les nouvelles possibilités avec le déploiement et le perfectionnement surtout du microphone et des instruments de captation.
Et là, tout à coup, on est ailleurs. Ça permet d'aller chercher une qualité sonore, d'aller chercher aussi une amplification, d'ajuster, hein, parce que tous les instruments ne sont pas égaux dans un amphithéâtre. Donc, on est capable d'aller mieux sonoriser certaines choses pour bien faire ressortir l'ensemble harmonique. Et à partir de là, on peut même parler d'une certaine démocratisation de la musique. Ceux et celles qui n'avaient pas accès à cette science-là, à cet art-là, de par les radios, de par les phonogrammes, de par tout ce qui s'en vient, peuvent maintenant s'y adonner et tout est traité équitablement, comme les instruments d'ailleurs. Tout à fait. Donc, vraiment une influence très, très importante de l'électricité jusqu'à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire chez l'auditeur, qui va enfin, tout simplement en tournant un bouton sur son appareil de radio, être capable d'accéder à toute la musique du monde. Dont la musique de Karl Mayotte, qui est avec nous aujourd'hui, et dont la musique n'existerait pas sans l'électricité. Merci beaucoup, Catherine, pour cette mise en contexte-là. Je pense que ça va bonifier énormément la prestation de Karl Mayotte et de ses collègues. C'était un plaisir, Nicolas. Quant à nous, après avoir approfondi notre connaissance de la présence électrique à Québec et de son incidence sur la musique, je vous invite à en faire de même à propos de celui pour qui elle est un véritable instrument, Karl Mayotte. Après avoir repiqué les riffs de base des albums de Primus et d'Uzeb qu'il écoutait dans son sous-sol de Loretteville, Karl Mayotte entreprend des études musicales collégiales tout en amorçant sa carrière professionnelle en jouant du blues dans les bars de la région. Aujourd'hui titulaire d'une maîtrise de la faculté de jazz de l'Université McGill, le jeune prodige de la basse électrique multiplie au fil de son parcours académique les présences sur scène au Québec et en Europe et les publications d'albums, notamment avec le groupe Nouvelle Ère. C'est en 2019 qu'il lance Fantôme, le premier album du Karl Mayotte Fusion Quintet, co-réalisé par le bassiste Michel Cusson, une idole de jeunesse. Cet opus lui a valu une nomination au Gala de la Disque dans la catégorie Album Jazz de l'année, tout en contribuant à sa nomination comme Révélation Jazz Radio-Canada en 2020. Plus tôt, en 2021, il lançait un second album en quintet, Pop de Ville, volume 1. Karl, on vient tout juste de découvrir comment la musique s'est rendue à toi. On voudrait savoir comment la musique sort de toi maintenant. Comment est-ce que tu pourrais définir ton genre musical, ta démarche artistique? On parle de jazz fusion, mais c'est plus que ça, là. Ben, en fait, j'utilise le terme jazz fusion parce que c'est quand même plus commun, mais le terme fusion en général, ça implique tellement de choses dans le sens c'est un peu fourre-tout et infini. Je pense souvent, je vais quand même utiliser le mot jazz parce qu'il y a de l'improvisation. Ben, je viens de ce milieu-là aussi, j'ai fait mes études là-dedans. Sinon, le terme fusion, je pense, va venir chercher beaucoup plus ce que je cherche en musique, soit de mélanger les choses, un peu de briser les barrières, d'essayer de combiner des éléments musicaux qui souvent se retrouvent rarement ensemble, on peut dire. Fait que j'aime beaucoup cette approche-là, puis c'est sûr que je me suis inspiré aussi beaucoup d'artistes des années 70 de ce genre musical-là. Donc, quand on parle de Chick Corea, Weather Report, Uzeb au Québec, donc c'est sûr que c'est un peu les choses qui m'ont inspiré à composer ces pièces-là. Oui, et le référent jazz fusion, évidemment, ça vient avec un son, ça vient avec un historique, un son qui a définitivement un lien avec l'électricité. Et on le voit un peu dans votre formation musicale, c'est pas une formation acoustique. Là. On a définitivement besoin d'un appui technologique. Exact. Ben, mon instrument s'appelle la basse électrique. Donc, si ça ne serait pas de l'électricité, il faudrait vraiment que je joue fort. Puis, il faut dire aussi que les bases du style, mettons, jazz rock ou jazz fusion, viennent nécessairement de l'électricité dans le sens que c'est le mélange à l'époque, dans les années 60, du mouvement rock'n'roll avec Jimi Hendrix ou des Beatles, les Rolling Stones, etc. Et la combinaison du jazz, même si je me souviens bien, Miles Davis adorait Sly and the Family Stone et Jimi Hendrix. Et c'est ça qui a donné le goût d'avoir des grooves de batterie très rock. Et le mélange vient de là aussi. Et je pense les instruments électroniques comme les claviers à l'époque, ça a été un peu une manière pour ces musiciens-là de pousser leurs frontières puis d'aller jouer avec on pourrait dire, des aspects qu'ils ne pouvaient pas aller chercher avec la musique acoustique. Là. Et au-delà de la couleur, de la sonorité électrique de ces instruments-là, ils ont besoin d'amplification pour être entendus. Il y a plus que ça, je pense, dans votre son. Il y a une notion d'intensité. Il y a quand même une notion de volume. C'est sûr, avec ce projet-là, puis cette formation-là, et ces compositions-là, peut-être qu'il y a dans un futur album ou quoi que ce soit, parce que je veux pas me mettre de barrière, mais ça serait le fun de peut-être faire de quoi de plus nuancé, t'sais. Mais surtout avec les 2 premiers albums que j'ai sortis, c'est vraiment que ça frappe, qu'on aille voir ça en concert, puis qu'on veuille bouger, qu'on veuille que ça choque un peu. C'est vraiment faire, comme ils disent dans la langue de Shakespeare, un statement, faire se mettre au monde, dire « Tenez, genre, on passe pas par 4 chemins, c'est ça notre musique. »
plein dans la face. Exactement, Comment dire? exactement. C'est pas juste une musique qui s'entend, c'est une musique qui se ressent, qui vibre véritablement. On espère que ça va cheminer à travers les fils puis que les gens vont le percevoir à travers leurs écrans. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas.
Après un certain temps, l'adjectif électrique est passé au sens figuré, si bien que maintenant on parle d'ambiance électrique et c'est exactement ce à quoi nous ont conviés Carl Mayotte et ses musiciens qui ont non seulement fait chanter le territoire, mais qui y ont tendu un micro et qui ont passé sa voix à travers 2-3 pédales d'effet. On espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres topophonies.